Bismillah. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir les services Active Directory. Mais avant, donc on va faire un petit rappel du groupe de travail, la notion du groupe de travail, pour pouvoir les comparer avec la notion du domaine. Donc je vais prendre groupe de travail contre domaine. Donc groupe de travail en anglais c'est work group, bien sûr. Domaine aussi en anglais c'est domaine, sans E. Donc avant d'entamer les domaines, il vaut mieux, c'est-à-dire comprendre la différence entre un work group et quelles sont les caractéristiques d'un work group pour qu'une fois on passe au domaine, c'est-à-dire déjà vous allez voir vous-même la différence. Donc commençons par groupe de travail. Donc groupe de travail, c'est quoi en général? Le groupe de travail, on va dire c'est un groupement d'ordinateurs. Ces ordinateurs, ils sont indépendants les uns des autres. Donc, groupement d'ordinateurs indépendants les uns aux autres. Ils sont autonomes, mustaqillin. C'est-à-dire ils n'ont pas de lien entre eux. Donc je parle de lien, c'est-à-dire côté gestion, administration, contrôle, et de suite. Ces ordinateurs, ils sont gérés par, on va dire, par plusieurs administrateurs locaux. Donc, gérés par plusieurs administrateurs locaux. C'est-à-dire, chaque PC a son propre administrateur local. Donc le groupe de travail, c'est une structure logique qui va regrouper un ensemble d'ordinateurs. Bien sûr, il y a une limite, on va voir par la suite. Cet ensemble d'ordinateurs, chaque ordinateur, il est indépendant de l'autre. Chaque ordinateur, il a sa propre structure, ses propres objets locaux. Par la suite, chaque ordinateur, il a son propre administrateur local qui permet de contrôler, d'administrer seulement cet ordinateur. Donc, premier paramètre, le nom. Dans un workgroup, comment on peut paramétrer le nom d'un workgroup? C'est-à-dire comment on peut nommer un workgroup. Le nom que peut prendre un workgroup, c'est ce qu'on appelle un nom NetBIOS. NetBIOS, c'est une abréviation
C'est un ancien protocole qui a été développé le début des années 80 en premier par un organisme, une entreprise qui s'appelle CITEC. Je crois en 1983, et par la suite en 1985, IBM, il a développé un émulateur NetBIOS, donc un protocole, c'est-à-dire qui va émuler NetBIOS, il l'a appelé NetBU. De toute façon, c'est un ancien protocole. Donc le nom qu'on peut attribuer, le donner à un groupe de travail, ça s'appelle un nom NetBIOS. Le nom NetBIOS, c'est un nom plat. Plat, c'est-à-dire horizontal. Parfois on le classe aussi. C'est un nom horizontal, ophoqi. Simple, c'est un nom simple qui est composé d'un seul élément. D'un seul élément. Exemple, je ne sais pas, je peux nommer un ordinateur PC1. Ça, c'est un nom. Le workgroup, il peut être appelé, par exemple, tri. Remarquez, un seul élément qui permet de composer le nom d'un workgroup, ou bien même ce qu'on appelle un nom NetBIOS. Un nom NetBIOS, on peut aussi attribuer un nom NetBIOS à un ordinateur dans le workgroup. Le nom NetBIOS, normalement, il ne doit pas dépasser 15 caractères. Ça, c'est la règle générale. Donc, un autre élément, le type de réseau. Donc, si vous avez un workgroup, quel type de réseau vous pouvez créer? Donc, le type de réseau, on appelle un réseau d'égal à égal. Le réseau d'égal à égal, c'est un réseau qui est créé dans un workgroup. Parfois, on peut l'appeler aussi poste à poste, peer-to-peer en anglais. Autre élément, ouverture de session. Donc, dans un workgroup, l'ouverture de session, il est local. C'est-à-dire quoi, local? Local, c'est-à-dire l'utilisateur peut utiliser ces informations d'identification locale pour ouvrir une session localement là où il est créé. Donc, vous avez votre ordinateur, les comptes qui sont créés localement dans cet ordinateur, c'est eux qui peuvent ouvrir la session dans cet ordinateur. On parle d'une session, d'ouverture de session locale. Et par ailleurs, parfois aussi, pour montrer que le type d'un utilisateur, on peut l'appeler un utilisateur local. Remarquez ici, j'ai dit un administrateur local. On parle aussi d'un utilisateur local. Un utilisateur local, c'est un utilisateur qui est créé dans une base d'annuaire d'un ordinateur qui est dans un workgroup. L'administration. C'est-à-dire comment on peut administrer les ordinateurs qui sont dans un workgroup. Donc l'administration, il est non centralisé.
L'administration, il est distribué, non centralisé, c'est-à-dire chaque ordinateur a son propre, on a dit, à son propre administrateur local. En général, chaque utilisateur, il est l'administrateur de son propre poste. Donc dans un workgroup, normalement l'utilisateur qui va installer l'ordinateur, il devient l'administrateur de cet ordinateur. Mais bon, l'administrateur n'est pas centralisé, il est décentralisé, il est non centralisé. Rien, Motor Marquezov, un seul emplacement, il n'est pas centralisé dans un seul emplacement. Si vous avez dans un workgroup 10 ordinateurs, chaque ordinateur, il a son propre administrateur, et cet administrateur, c'est lui qui permet de gérer seulement cet ordinateur. À un moment donné, on va voir que on a plusieurs administrateurs. Chaque administrateur, il contrôle son propre ordinateur. D'accord, donc on va mettre ici, ça c'est une définition. 2, 3, 4, 5, hein, pour compléter. Bon, on est toujours dans le groupe de travail, j'ai plus d'espace ici, je vais supprimer ça. Et on passe à 6. Toujours dans Workgroup. Donc on va mettre ici. Groupe. Suite. 6. Le stockage. Stockage, c'est-à-dire les utilisateurs, ils peuvent sauvegarder ou bien mettre où leurs données. Le stockage aussi, il est non centralisé. Chaque PC a son propre disque local de stockage. D'accord? Normalement, quand un utilisateur travaille dans un ordinateur, l'utilisateur il est local, il va ouvrir la session localement, et quand il a des données à sauvegarder, il va les sauvegarder en général localement dans le PC là où il travaille, c'est-à-dire c'est dans le disque local. Donc on parle d'un stockage aussi non centralisé. La base d'annuaire de sécurité. Donc on parle de base d'annuaire de sécurité. C'est là où il faut être stocké les objets pour pouvoir les gérer. Donc puisque on est dans des PC qui sont dans un workgroup, donc on a l'attrait de l'objet local. Donc les ordinateurs, ils vont utiliser ce qu'on appelle des objets locaux. Donc la base d'annuaire, ça s'appelle SAM, S-A-M, Security Account Manager. C'est-à-dire c'est un gestionnaire de compte de sécurité. Voilà, donc dans un workgroup, chaque ordinateur, il aura sa propre SAM. C'est-à-dire chaque ordinateur, il a sa propre base d'annuaire de sécurité regroupant les objets locaux de l'ordinateur. Donc cette SAM, il va regrouper tous les objets locaux de l'ordinateur. Et cette SAM aussi, il peut aussi authentifier les utilisateurs locaux. Donc le rôle de la base d'annuaire,
c'est que il va pouvoir stocker tous les objets locaux de l'ordinateur et aussi il a un rôle d'authentificateur, c'est-à-dire chaque utilisateur local, quand il veut ouvrir une session localement, il sera authentifié à partir de cette base d'annuaire de sécurité. Donc, la base d'annuaire de sécurité aussi, il a des informations d'identification des utilisateurs, c'est-à-dire leur nom et leur mot de passe approprié. Donc maintenant, la base d'annuaire dans le workgroup, c'est-à-dire dans les PC qui sont dans le workgroup, ça s'appelle la SAN. Donc, 8. Le système d'exploitation utilisé dans les ordinateurs dans un workgroup. Donc dans les systèmes d'exploitation des PC qui sont dans un workgroup, c'est-à-dire la version serveur des systèmes d'exploitation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire un système d'exploitation poste de travail. Genre Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, même Linux desktop, donc les versions, les distributions, encore Unix, poste de travail. Nombre d'ordinateurs. Donc dans un workgroup, si on veut monter un réseau d'égal à égal, il y a une limite dans le nombre d'ordinateurs. Donc le maximum, 20. Vraiment 20, c'est le maximum, c'est le nombre extrême. Donc moins, c'est 20. Maintenant, il y a des limites, parce que quand on veut créer un réseau d'égal à égal, il y a 3 facteurs qui sont très importants. On a le nombre de PC à mettre dans le workgroup. On a le nombre de ressources à partager. Et on a le nombre d'utilisateurs. Ces 3 facteurs, ils sont très importants pour décider est-ce qu'on peut travailler dans un workgroup ou bien on va, c'est-à-dire pouvoir trouver d'autres solutions. Donc si vous avez un nombre de PC qui ne dépasse pas les vingtaines, avec des nombres de ressources à partager aussi un petit nombre, et aussi un nombre d'utilisateurs, un petit nombre d'utilisateurs. Vous pouvez à ce moment-là vous contenter de créer un réseau d'égal à égal unique dans un workgroup. Mais une fois un de ces éléments il sera très grand, ça va devenir un casse-tête de gérer ce workgroup. Or, si vous avez plusieurs ressources à partager, je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine de ressources, mais même une vingtaine, ça va devenir un petit peu très délicat pour la gestion. Si vous avez aussi un nombre d'utilisateurs important, vous pouvez avoir, je ne sais pas, 20 ordinateurs, mais vous pouvez avoir 50, par exemple, utilisateurs. Plusieurs personnes travaillent sur le même ordinateur, où là, vous avez un réseau d'égal à égal, et vous avez une cinquantaine ou les 60 personnes qui travaillent dans une quinzaine de postes ou là, une vingtaine de postes. Là aussi, la gestion des utilisateurs, ça va être un petit peu
très délicate. Et bien sûr, le nombre de PC, s'il dépasse les vingtaines, là aussi ça va être un petit peu très, très difficile à gérer. Donc, voilà les conditions que vous devez voir pour dire est-ce que vous pouvez vous contenter de travailler sur un réseau d'égal à égal dans un workgroup ou bien de passer à une autre solution. Donc l'autre solution normalement c'est le domaine. Donc vous entrez dans une petite entreprise, bien normalement les réseaux SEHO, Small Office, Home Office. Donc, ce sont des réseaux de domicile, c'est-à-dire chez vous, ou bien même il y a des petits bureaux, comme les bureaux d'avocat, d'un médecin, je ne sais pas, le comptable, ou bien n'importe quel bureau, là où il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs. Vous allez trouver 4 ordinateurs, 5, ils veulent partager une imprimante ou un périphérique d'impression, tout simplement pour que tout le monde imprime sur le même périphérique d'impression. Ça. Donc vous n'aurez pas besoin de chercher une solution très, très avancée. Donc vous laissez les PC dans un workgroup et vous pouvez les monter dans un réseau d'égal à égal. Puisque ça respecte les conditions. Donc vous avez 5 ou bien 4 ou bien 3 ordinateurs. Ils veulent seulement avoir à partager un périphérique d'impression. Et le nombre d'utilisateurs, parfois, c'est le même nombre d'ordinateurs. Dans un petit bureau, si vous trouvez 3 ou bien 4 ordinateurs, vous allez trouver aussi 4 utilisateurs. Partage. Donc partage, l'utilisateur dans un réseau d'égal à égal, c'est pour cela que ça s'appelle d'égal à égal, c'est-à-dire tous les ordinateurs qui sont dans ce réseau, ils sont égaux. C'est-à-dire il n'y a pas un ordinateur qui a, c'est-à-dire un grade supérieur à un autre. Donc, tous les ordinateurs, ils sont égaux, d'égal à égal, peer-to-peer. Peer-to-peer, c'est-à-dire que aussi, chaque ordinateur, il peut faire office, c'est-à-dire il peut jouer en même temps le rôle d'un client et le rôle d'un serveur. C'est-à-dire si vous avez dans un réseau d'égal à égal, donc un ordinateur, il peut partager une ressource et il peut utiliser le partage d'un autre ordinateur qui partage des ressources. C'est-à-dire lui-même, il est serveur, c'est-à-dire il sert un partage et en même temps, lui-même, il va utiliser un partage d'un autre. C'est pour cela que on parle d'égal à égal. Sauf que ici, l'utilisateur local, il doit avoir autant de mots de passe que de ressources partagées sur différents ordinateurs. Donc, un utilisateur local doit avoir autant. Donc on va expliquer ça avec un schéma. Autant de mots de passe que de ressources partagées. D'accord? Donc je vais prendre un schéma pour expliquer ce que je viens de dire. Prenons ce schéma. J'ai un workgroup. J'ai ici 4 ordinateurs. En gros, quand vous installez, on a déjà parlé de ça, quand vous installez un système d'exploitation, automatiquement,
cet ordinateur, il devient membre d'un workgroup. Quand vous installez Windows, même Linux aussi, quand vous installez Windows ou bien Linux, automatiquement, l'ordinateur, il devient membre d'un workgroup, automatiquement. Et le workgroup, ça s'appelle aussi workgroup, c'est-à-dire le groupe de travail, ça s'appelle workgroup, comme ça. Il a un nom. Ça, c'est un nom aussi NetBIOS. C'est-à-dire, à un moment donné, ce Windows 10, il va avoir le nom de workgroup, ça s'appelle workgroup. La même chose ici, un deuxième, remarquez ici, un Windows 8.1, Windows 8. D'accord. Donc, peu importe, donc on peut regrouper dans un workgroup plusieurs versions du système d'exploitation. C'est pas la peine, il n'est pas obligatoire qu'ils soient même version, même édition. Vous pouvez même mélanger par exemple les plateformes. Donc c'est pas Linux avec Windows, Windows Mac, ainsi de suite. Sauf que vous devez configurer la communication entre ces deux plateformes. Remarquez ici, j'ai 4 ordinateurs. Je vais les mettre dans un réseau. Mon réseau, ça va être un réseau d'égal à égal. Pour pouvoir partager, j'ai ici un périphérique d'impression et j'ai 2 dossiers partagés. Donc remarquez, PC1, il est serveur pour le périphérique d'impression, c'est-à-dire le besoin en partage, c'est que les autres ils peuvent imprimer ici. PC3, il partage un répertoire qui s'appelle données. Peut-être parmi les utilisateurs, il y a ceux qui peuvent utiliser les données qui sont partagées dans ce dossier. Et PC4, il partage un autre dossier qui s'appelle rapport. Remarquez, voilà, tout le monde peut travailler comme serveur et tout le monde peut travailler comme client. Maintenant, les utilisateurs qui sont créés dans chaque ordinateur, ce sont des utilisateurs locaux. Un utilisateur local, il est créé dans la base, c'est-à-dire ici on a la SAM, ici on a une autre SAM, c'est-à-dire base d'annuaire de sécurité. Donc ce sont, je vais appeler ici 1, 2, 3, 4. Ce sont 4 bases d'annuaire qui n'ont aucune relation entre elles. Chaque base d'annuaire, il a ses propres objets locaux. Et cette base d'annuaire, il ne peut gérer que les objets locaux de ce PC, y compris le compte utilisateur user 1. Donc, ici, remarquez, user 1 avec un mot de passe, user 2, user 3 et user 4. Et pour simuler que chaque ordinateur, il a son propre utilisateur local. Donc, il se peut que user 1, c'est lui l'administrateur. On ne va pas entrer dans les détails. Normalement, chaque ordinateur, il a son propre administrateur local. Cet administrateur local, c'est lui qui peut gérer les ressources locales de cet ordinateur. Donc, on va prendre en considération que user 1, c'est lui qui a installé son système, user 2, c'est lui qui a installé, ou bien en même temps, ce sont des administrateurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent partager des ressources. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si user 1, il est l'administrateur de PC1, il a un périphérique d'impression. Il veut le partager avec le réseau, les autres utilisateurs. Il va le partager dans le réseau. User 1, quand il veut le partager, bien sûr, il va le partager. Donc, par exemple, la permission imprimée, c'est-à-dire il va donner une permission imprimée à qui? À user 1, puisque il ne peut voir que les utilisateurs qui sont locaux. Donc, user 1, l'administrateur ici, ne peut pas voir les autres utilisateurs, puisqu'on a dit que ce sont des SAM non centralisés, distribués. Donc, s'il veut partager une ressource, il va voir seulement les utilisateurs locaux qui sont dans la SAM locale.
Et qui sont les utilisateurs? Il se voit lui-même, il va voir user 1, il va voir que le compte user 1. C'est pour cela qu'il ne peut maintenant attribuer la permission imprimée, c'est une permission, à seulement user 1. De même ici, PC3, il a un dossier à partager. PC3, quand il veut, par exemple, donner à la permission lire, il peut la donner à qui? Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit que user 3. Il ne voit pas user 2, user 1, user... parce que ce sont des utilisateurs locaux dans d'autres SAM. Ici, la même chose. Imaginez ici, je vais mettre, écrire une permission. Ça, ce sont des permissions, on va y revenir par la suite. Qu'est-ce qu'il trouve user? Il trouve seulement user 4. Il peut voir que ça. Maintenant, prenons l'exemple. User 2, il veut imprimer. Bien sûr, on va dire que on a monté le réseau, on ne va pas parler des adresses, c'est-à-dire la connectivité, il passe entre les ordinateurs sans problème. Mais la connectivité seule dans un réseau n'est pas suffisante pour accéder aux ressources. Pour accéder aux ressources, je dois avoir ce qu'on appelle des permissions d'accès. User 1, il peut avoir une connectivité avec PC2, c'est-à-dire PC2, il peut avoir une connectivité avec PC1, mais est-ce que User 1, il peut imprimer dans ce périphérique? Non, puisque quand il va demander l'impression, déjà le système qui gère ce périphérique d'impression, il ne connaît pas l'utilisateur user. C'est-à-dire il va le bloquer. Et le système, il va se montrer un petit peu gentil. Il va le bloquer, mais il va lui donner ce qu'on appelle une boîte de sécurité, une boîte de dialogue de sécurité. Boîte de dialogue de sécurité. C'est quoi la boîte de dialogue de sécurité? C'est là où il va entrer un nom et un mot de passe. C'est-à-dire il va lui donner deux zones. Entrez-moi un nom et un mot de passe de quelqu'un qui a la permission d'imprimer sur ce périphérique. Ça veut dire maintenant user 2, qu'est-ce qu'il doit connaître? Il doit connaître le nom utilisateur user 1 avec le mot de passe. Sinon, s'il ne le connaît pas, il ne peut pas imprimer. Voilà, donc user 2, il doit avoir user 1 avec mot de passe MDP1. Maintenant, la même chose, user 2, il veut accéder à ce dossier. La même chose, le système qui gère l'accès à ce dossier, il va bloquer cet accès. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas user 2. Mais, gentiment, il va lui, la même chose, lui présenter la boîte de dialogue. Donc, entrez-moi le nom. Maintenant, user 2, il doit aussi connaître user 3, mot de passe 3. Pour qu'il puisse accéder, puisque c'est le seul utilisateur qui a la permission lire pour lire les données qui sont ici. Et de même, user 2, il veut accéder au rapport, la même chose, il sera bloqué, et il y a une boîte de dialogue qui sera présentée par ce système. Entrez-moi un nom utilisateur et un mot de passe d'un compte local qui a l'accès au rapport. Donc user 2, il doit aussi connaître user 4 avec le mot de passe 4. Qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois, un utilisateur, il veut se connecter à un partage, il doit avoir en mémoire, en tête, un compte d'utilisateur local et le mot de passe qui sont créés dans la base
SAM de l'autre. Et bien sûr, ce compte, il doit avoir les permissions d'accès. Donc ici maintenant, avec seulement 4 utilisateurs, imaginez maintenant user 1, ici il a changé son mot de passe. User 2, il doit être au courant pour changer le mot de passe, sinon il ne veut pas accéder. Il ne peut pas accéder. Si à un moment donné, user 3, il a changé aussi le mot de passe, il doit être au courant. Remarquez maintenant, ça on a seulement 3, là 4 utilisateurs, et ça devient un petit peu un casse-tête de gestion. Plusieurs utilisateurs ils changent de mot de passe, je dois connaître les mots de passe non utilisateurs de tous les autres utilisateurs qui partagent les ressources, donc c'est un petit peu ingérable. Remarquez si vous avez une cinquantaine d'utilisateurs et vous avez, je ne sais pas, 20 ressources à partager, vraiment ça va devenir ingérable dans ce cas. C'est pour cela que on a dit il y a des limites. Nombre d'utilisateurs grand, ou bien nombre de ressources importantes, ou bien aussi le nombre d'ordinateurs important. Donc d'égal à égal, c'est plus pratique. Donc il y a une autre solution. Notre solution, la même chose pour remédier à ça, ce qu'on appelle un compte de concordance. Créer compte un compte de concordance. C'est que, par exemple, user 1 qui partage, il va créer lui-même user 2 avec le mot de passe, avec ce mot de passe, MDP2. Et quand il veut attribuer maintenant, il va donner la permission imprimer à qui? À user 2. Et il peut avoir aussi lui-même. Quel est l'intérêt de cette solution? C'est que maintenant, quand user 1 il va ouvrir la session localement dans son poste, quand il va demander imprimer, PC1, le système qui gère le périphérique d'impression, il ne va pas lui présenter la boîte de dialogue, donnez-moi un nom utilisateur et un mot de passe. Il passera directement. Parce que déjà, il a ouvert la session avec un compte et le même mot de passe qui est ici. Sinon, s'il n'y a pas le nom utilisateur avec le même mot de passe, même si vous changez rien que le mot de passe, il lui donnera la boîte de dialogue. Parce que ça, ce qu'on appelle aussi l'authentification Windows intégrée. L'authentification Windows intégrée, c'est-à-dire un utilisateur, il ouvre la session avec ses informations d'identification, c'est-à-dire nom utilisateur, mot de passe, et quand il veut accéder à une ressource partagée dans un réseau d'égal à égal, et cette ressource partagée, il a son nom utilisateur, et bien sûr dans la SAM locale, il y a le nom utilisateur avec le même mot de passe que l'utilisateur avec lequel il a ouvert la session, automatiquement la connectivité et l'accès, il passe sans problème. Sans la boîte de dialogue de sécurité. Mais remarquez, ici, la même chose, on doit ajouter les utilisateurs. Imaginez les autres utilisateurs, il doit ajouter user 3, user 4. Les 3 utilisateurs, ils doivent accéder tous pour imprimer dans ce périphérique d'impression. C'est-à-dire, l'administrateur de PC1, il doit ajouter dans sa SAM locale tous les autres comptes utilisateurs avec les mêmes mots de passe. C'est obligatoire. Le même nom d'utilisateur et le même mot de passe. Si ce n'est pas le même mot de passe, ça ne passe pas.
Remarquez maintenant, un utilisateur il change son mot de passe, c'est-à-dire l'administrateur il doit être au courant pour aussi dans sa salle lui changer le même mot de passe. Vous voyez, c'est pas pratique. C'est qu'à chaque fois, donc même je ne dois pas connaître les mots de passe des utilisateurs. Il n'y a plus maintenant cette intimité, cette confidentialité des mots de passe. Et en plus, c'est pas vraiment très pratique comme donc ça reste des petites solutions, comme j'ai dit, pour les réseaux sociaux, pour ne pas investir d'autres solutions qui sont plus avancées et plus coûteuses. Mais vous voyez que déjà, il y a des limites. D'accord? Jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Workgroup, c'est bon. Le principe, les paramètres, très bien. Les autres? D'accord. Donc on passe maintenant au domaine. C'est bon. Donc je vais passer pour faire la même chose de ce qu'on a fait dans le workgroup. Domaine. Domaine, si on peut aussi définir, on va rester très simple avant d'entrer dans les détails, dans ce qui va suivre par la suite. La même chose, c'est un groupement d'ordinateurs géré par un seul administrateur du domaine. Donc ce groupement d'ordinateurs, bien sûr, ils sont intégrés, ils sont membres d'un domaine et il y a une personne qui va administrer. Et maintenant, pas chaque ordinateur il a son propre administrateur qui va l'administrer, mais non, une fois les ordinateurs ils sont membres d'un domaine, il y a un responsable du domaine et ce responsable du domaine c'est lui qui peut gérer. Donc il peut y avoir plusieurs, mais normalement on parle d'administrateur de domaine. Parce qu'on va voir par la suite, il y a un groupe administrateur du domaine et chaque membre, chaque utilisateur qui est membre de ce groupe, il devient administrateur du domaine. Et en général, prenons l'exemple que chaque domaine, il a son propre administrateur du domaine. C'est lui qui va gérer les ressources du domaine. Donc ça, en définition de le nom. C'est-à-dire comment on peut nommer un domaine. Le domaine, il a un nom DNS et pas un nom NetBIOS. Le nom DNS, il est composé de minimum 2 éléments. Séparés par, et chaque élément séparé par un point. Exemple, c'est pas ofppt.ma. Donc, ofppt.ma. Point. Donc, le point ici, à chaque fois on passe un autre niveau, on met un point. C'est comme dans le chemin, vous vous rappelez, le chemin d'accès, par exemple, C, 2 points,
c'est pas Windows, système 32. À chaque fois que vous mettez un anti-slash, il faut passer à un autre niveau. C'est-à-dire C, c'est la racine. Anti-slash Windows, c'est un dossier qui est créé dans la racine. Anti-slash système 32, c'est un sous-dossier qui est créé dans Windows. Ici, c'est le même principe, sauf qu'avec des points. À chaque fois, vous voyez un point dans un nom DNS, c'est que vous changez de niveau. Ça, pour voir les niveaux, on va dans ce sens. Donc le premier niveau, c'est ça. Le deuxième niveau, c'est ça. Donc la lecture, c'est comme ça. On lit comme ça, ofpt.ma. Mais pour voir quel est le premier niveau, le deuxième, ça, on commence par de droite vers la gauche. Donc, EMA, c'est le premier niveau. Et OFPPT, c'est le deuxième niveau. C'est ce qu'on appelle un nom DNS. Donc le nom DNS, c'est un nom composé de minimum 2 éléments, peut y avoir plus. Donc, par la suite, Inch'Allah, on va détailler plus quand on traite le DNS. Et ça, on parle maintenant seulement d'un nom. Le nom DNS est un nom vertical, hiérarchique. C'est un nom hiérarchique, bien aussi vertical. Un maudit. L'autre, il est horizontal, on a dit plat. Et ça, c'est un nom hiérarchique. Quand je parle hiérarchie, vous allez, comme on a dit, on va trouver normalement comme ça. Ça, c'est normalement, ça commence par un point ici. Donc, le point, c'est la racine. Il y a un autre niveau ici. Donc ça, c'est un maudit. Donc, hiérarchique. Donc, pyramidal, si vous voulez, haramiya. Parce que, de toute façon, c'est pas comme le nom NetBIOS. Ouverture de session. Donc l'ouverture de session, c'est global, pas comme local. Workgroup, ou là dans un workgroup, chaque PC, puisque il a les utilisateurs locaux, ils ne peuvent ouvrir la session que locale. Maintenant, on a une ouverture de global, parfois on l'appelle une ouverture de session universelle. Le principe, c'est qu'un utilisateur du domaine, maintenant on va l'appeler un utilisateur du domaine, c'est pas un utilisateur local, un utilisateur du domaine, peut ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Il n'y a plus maintenant la notion je dois être créé dans la SAM pour pouvoir ouvrir la session localement là où je suis créé. Non. Maintenant, les ordinateurs qui sont membres du domaine, les comptes qu'ils vont utiliser ne sont pas créés dans leur SAM. Ils seront créés dans un autre emplacement. C'est ce qu'on appelle un utilisateur du domaine. L'utilisateur du domaine n'est pas créé dans la SAM locale de chaque ordinateur. Il est créé dans une autre structure, il est dans un autre emplacement. Quatre, le stockage. Là, on va commencer pour garder le même ordre. Administration. Donc dans un réseau qui tourne dans un domaine, l'administration, il est centralisé. Centralisé, c'est-à-dire markazia. Tous les objets du domaine peuvent être gérés d'un seul serveur, à partir d'un seul serveur. Maintenant, j'ai un serveur qui a un rang, qui a un rôle et un rang, un grade bien défini, qui s'appelle
un contrôleur du domaine. Donc, toute l'administration des objets du domaine, ils vont être réalisés dans ce contrôleur du domaine. Donc, on parle maintenant d'objets du domaine, pas les objets locaux. 5. Stockage. Maintenant, on va mettre le stockage centralisé. Est préférable. Il n'est pas par défaut. D'accord ? Il est préférable, pourquoi ? Parce que c'est l'administrateur qui va normalement prévoir un stockage centralisé. Il va choisir, ça dépend. Donc, il y a plusieurs technologies. Par exemple, on peut voir un NAS ou bien un SAN. Donc NAS c'est Network Attached Storage, donc c'est un serveur de stockage du réseau, donc un serveur avec plusieurs racks de disques durs, ça s'appelle un NAS. Et le SAN c'est tout simplement, donc c'est un réseau qui sera dédié au stockage. Donc NAS c'est un serveur, ça peut être un serveur avec plusieurs disques durs pour centraliser les sauvegardes des données dans le réseau. Par contre, ça, c'est un réseau qui est réservé et dédié pour le stockage. Bref, il est préférable de centraliser le stockage. Pourquoi ? C'est très simple par la suite de faire une sauvegarde. Quand vous avez un serveur et les utilisateurs, c'est-à-dire ils vont mettre leurs données dans ce serveur, l'administrateur il vient pour faire une seule fois la sauvegarde centralisée ici. Mais si vous laissez chaque utilisateur met son travail localement dans le disque dur, l'administrateur il doit passer la sauvegarde poste par poste, c'est-à-dire il va venir ici collecter les données pour les sauvegarder, collecter les données pour ça, ainsi de suite. Imaginez un grand réseau avec une centaine d'ordinateurs. On ne va pas s'amuser à passer dans son ordinateur pour sauvegarder les données des travail. Je parle de données de travail des utilisateurs. Les données personnelles, ça ne nous intéresse pas. D'accord ? Imaginez les données de travail des utilisateurs, ils les stockent localement. Donc ce n'est pas très performant si vous avez un très grand réseau. C'est pour cela que le stockage centralisé sera préférable. Donc j'ai dit c'est préférable. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une option par défaut, mais vous devez, l'administrateur, il va penser à mettre une architecture de stockage centralisée. Base d'annuaire de sécurité. La base d'annuaire de sécurité ici, il est appelé Active Directory, puisqu'on est dans l'administration, donc le thème c'est l'administration réseau sous Windows Server. Donc on parle plus maintenant de la SAM. SAM c'est local, chaque ordinateur il fait la gestion des objets locaux. Maintenant l'Active Directory, il va regrouper les objets du domaine. On va dire regroupe les objets du domaine. Authentifie aussi, ou la sert aussi à authentifier les utilisateurs
du domaine. Donc maintenant, chaque utilisateur du domaine, quand il veut ouvrir la session, ces informations d'identification, elles vont être envoyées à un contrôleur de domaine qui a Active Directory. Et ce contrôleur de domaine, c'est lui qui va valider son authentification. Donc, tous les ordinateurs qui sont membres d'un domaine, ils seront utilisés par les utilisateurs du domaine pour ouvrir les sessions dans un domaine. Voilà le principe. Donc, j'ai des utilisateurs du domaine qui vont travailler sur des ordinateurs du domaine. L'ordinateur, il ne va pas maintenant être membre d'un workgroup, il va être membre d'un domaine. Donc, tous les ordinateurs qui étaient membres d'un workgroup, si on veut travailler avec un domaine, on va les intégrer, on va les introduire, on va les rendre membres d'un domaine. Donc j'ai un utilisateur du domaine et j'ai un ordinateur du domaine. Un utilisateur du domaine, il va ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine et il sera authentifié par un contrôleur du domaine. Pour continuer, j'ai plus de place, je vais supprimer, c'est arrêté 6, maintenant 7. Donc toujours c'est domaine suite 7. Le système d'exploitation utilisé. Donc un système d'exploitation est obligatoire, serveur est obligatoire pour faire fonctionner le contrôleur du domaine. On a maintenant un système d'exploitation serveur est obligatoire pour faire fonctionner un contrôleur du domaine. Donc le contrôleur du domaine, il doit avoir un système d'exploitation serveur et pas poste de travail. Exemple, Windows 2012 serveur, 2016 serveur, 2019 serveur. Ça, ce sont les versions serveurs des systèmes d'exploitation. Avec ces versions, on peut installer ce qu'on appelle un contrôleur du domaine. Les clients ont besoin seulement d'un système poste de travail. D'accord? Donc maintenant, j'ai parlé d'un contrôleur de domaine, c'est lui qui a besoin d'un serveur. Maintenant, les clients auront besoin de seulement des systèmes d'exploitation poste de travail, genre Windows 10. Mais bien sûr, au besoin, si vous avez des services à implémenter dans votre réseau, vous devez installer des serveurs avec. Je vais le mettre ici. Donc au besoin, les services, on va dire les services dont vous aurez notre là. Nécessiteront un système d'exploitation. D'accord, on ne parle plus maintenant contrôleur. Contrôleur du domaine, obligatoire, il doit avoir, c'est-à-dire puisqu'on va travailler un domaine,
pour travailler dans un domaine, vous devez obligatoirement avoir un contrôleur du domaine. Et pour avoir un contrôleur du domaine, vous devez obligatoirement avoir un système d'exploitation serveur. Les clients, on n'a pas de problème client. Les clients, ils peuvent avoir leur système, même ils étaient dans un workgroup. Le système avec lequel ils étaient dans un workgroup, c'est le même système avec lequel ils peuvent travailler dans un domaine. Donc on ne va pas réinstaller les clients. Par contre, maintenant, en fonction des services, c'est-à-dire vous avez besoin peut-être d'un serveur DHCP, vous avez besoin d'un serveur web, d'un serveur de messagerie. Ça, ce sont des services qu'on peut utiliser dans notre réseau. Donc, si vous avez ces services, vous devez penser aussi à les mettre dans des serveurs, et ces serveurs, ils auront besoin d'un système d'exploitation serveur. C'est pour ça que j'ai dit au besoin, si vous avez besoin de ça. 8. Nombre de PC. Des milliers. Donc, une base d'annuaire Active Directory, il peut gérer plus d'1 million d'objets. Plus d'1 million d'objets. Donc, remarquez, donc, déjà, donc on peut utiliser plusieurs milliers de PC sans problème. Et on va voir par la suite les organisations, comment on peut organiser si on a une entreprise d'une grande envergure, c'est-à-dire d'une taille plus importante. Partage. Dans le partage, on a une notion d'accès. Donc, il y a un utilisateur du domaine. Une fois il est authentifié, il peut accéder à plusieurs ressources partagées sans demande de mot de passe. Donc, un utilisateur du domaine, une fois authentifié, c'est-à-dire une fois le contrôleur du domaine il a validé cet utilisateur, il peut accéder à n'importe quelle ressource sans nouveau mot de passe. Donc un seul mot de passe avec lequel il a été authentifié, c'est-à-dire son compte utilisateur, son mot de passe, est suffisant. Une fois il accède, il est authentifié, à ce moment-là, c'est les permissions qui vont jouer le rôle. C'est-à-dire, une fois il a une permission sur une ressource, il peut accéder avec cette permission sans que le système lui demande quel est le nom utilisateur, mot de passe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SSO. Donc Single Sign On. Donc Single Sign On, c'est-à-dire un seul mot de passe qui est utilisé. Donc il y a une seule la première ouverture de session dans le domaine est suffisante. C'est-à-dire avec ce même mot de passe, je peux accéder à toutes les ressources dont j'ai les permissions.
Donc remarquez maintenant la différence qu'on peut faire donc entre un groupe de travail et un domaine. Donc le domaine déjà il est destiné pour les moyennes et les grandes entreprises. Bien sûr, vous avez une entreprise euh, d'une taille moyenne ou bien grande. À ce moment-là, on ne va pas s'amuser à mettre un workgroup ou là, à laisser un réseau peer-to-peer, mais on va passer à une autre solution qui est beaucoup plus avancée, beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus performante, qui est les réseaux autour de domaines. Le domaine aussi, c'est une structure logique. On va le détailler par la suite. Voilà, donc vous avez une centralisation. Ce qui est important, c'est que la sécurité est aussi, vous avez une centralisation de l'administration. D'accord? Donc la même chose avec un schéma. Maintenant, si je vais amener ici un serveur, je vais le mettre ici. Ça, c'est un serveur qui lit. Donc, remarquez, je l'ai appelé un serveur autonome, mustaqil. Je vais pouvoir installer Windows 2012 Server dedans. Donc, la première installation, quand vous installez Windows 2012 Server, si vous vous rappelez, on est toujours dans Work Group. C'est-à-dire, je peux avoir un serveur qui est autonome dans un workgroup. Donc, un serveur, d'ailleurs, un serveur autonome, c'est un serveur qui se trouve dans un workgroup. Et d'ailleurs, la première installation, quand on installe Windows 2012, le poste, ou le PC, l'ordinateur sur lequel on l'installe, ça s'appelle un serveur. On l'installe dans un serveur, et ce serveur, il s'appelle un serveur autonome. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première installation, le serveur, il est intégré à un workgroup. Il peut avoir aussi, il a son propre base d'annuaire simple. Il a son propre administrateur local. Je peux créer des utilisateurs locaux dedans. Donc cette SAM n'a rien à voir avec les autres SAM. Et ce serveur ne peut pas gérer les autres ordinateurs qui sont dans le workgroup. Même s'il a Windows Server 2012, il ne peut pas gérer les autres. Donc on a dit, dans le workgroup, il y a le peer-to-peer. Même si celui-là il a un serveur, il est équivalent, il est égal aux autres. Il a le même grade, même s'il est un serveur. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a sa propre SAM. Il peut partager des ressources avec les autres, il sera serveur, mais il peut aussi utiliser les services d'un autre. Mais réellement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un serveur autonome dans un workgroup? Parfois, oui. Parfois, les petites structures, ils peuvent mettre un serveur DHCP, je ne sais pas, un petit serveur web, et n'ont pas forcément besoin de créer, c'est-à-dire un domaine. Donc, une petite structure de 10 postes, ou là, un organisme d'une dizaine d'ordinateurs, ils peuvent mettre aussi un serveur autonome pour qu'il héberge un service. D'accord? Maintenant, je veux passer au domaine. Le principe, c'est quoi? Déjà, j'ai mon serveur autonome. J'ai dit, il a
Windows 2012 Server. Mais une fois votre système il est installé, vous devez lui ajouter le rôle ADTS, Active Directory Domain Services. Donc les services de domaine Active Directory, ça c'est un rôle. Donc une fois vous ajoutez ce rôle, il est encore un serveur autonome, c'est-à-dire il est toujours dans le workgroup. Qu'est-ce qu'il faut par la suite? Vous devez faire la promotion. Donc, promouvoir le serveur en contrôleur du domaine. Promouvoir, c'est-à-dire passer d'un grade supérieur, passer de serveur à un contrôleur, parce que le contrôleur, il a un grade supérieur au serveur. Donc on va dire la promotion. Promotion. Promotion, c'est passer d'un grade inférieur, passer d'un grade inférieur à un grade supérieur. D'accord? C'est-à-dire vous avez votre serveur, vous faites une promotion, il devient un contrôleur du domaine. Mais bien sûr, le serveur, il doit avoir le rôle ADDS. Donc, 1, vous installez votre système d'exploitation. 2, vous ajoutez le rôle ADDS. 3, vous faites la promotion pour qu'il soit un contrôleur du domaine. Dans l'autre sens, on va dégrader. On peut aussi faire ça, c'est-à-dire je peux rendre un contrôleur du domaine serveur. Ça s'appelle une rétrogradation. Ça vient du verbe rétrograder. Rétrograder, c'est l'inverse, passer d'un grade supérieur à un grade inférieur. Donc ça, c'est resté fluide avec Active Directory. Vous pouvez passer à tout moment du rôle serveur au contrôleur avec une promotion. Et vous pouvez aussi passer à tout moment de contrôleur vers serveur, c'est la rétrogradation. D'accord? Donc c'est très fluide de faire ça. On n'est pas obligé de réinstaller le système. Donc une fois vous faites la promotion, on sort de ça. Donc, je vais enlever. Et maintenant, j'aurai un serveur membre. Donc, différence entre serveur autonome et serveur membre. Serveur autonome, on a dit, c'est un serveur qui est dans un workgroup. Serveur membre, c'est un serveur qui est membre d'un domaine. Deux appellations différentes. Il faut retenir. Donc, une fois vous installez votre et vous passez la promotion, automatiquement, il va devenir
Donc toujours j'ai ici, je vais mettre il sera lié ce switch. Mais maintenant il n'est plus dans le workgroup. Bien sûr, il a l'Active Directory, puisque maintenant il est devenu un contrôleur du domaine. Donc le fait d'installer un contrôleur du domaine, il va nous installer un domaine. Donc une fois que vous dites, voilà, cet ordinateur, je vais le rendre un contrôleur du domaine, c'est-à-dire, lui, cet ordinateur, il va avoir une information qu'il est contrôleur de domaine, il va gérer les objets d'un domaine. C'est pour cela qu'il va créer un domaine. Donc le domaine, il est représenté comme ça, comme un triangle, et le nom du domaine, on va le mettre ici. Je ne sais pas, par exemple, sjm.local. Le nom, remarquez, c'est un nom DNS qui est composé .ij.local. C'est-à-dire maintenant, ce contrôleur du domaine, c'est un contrôleur du domaine sjm.local. Mais est-ce que maintenant, ces ordinateurs, ils ont une information qu'il y a un contrôleur du domaine? Non. La même chose, ce contrôleur du domaine, il n'a aucune information qu'il existe des ordinateurs. Pourquoi? Parce que ces ordinateurs, ils sont laissés dans le workgroup et le contrôleur, il est dans un domaine. Donc pour pouvoir gérer ces ordinateurs et pour pouvoir ces ordinateurs puissent utiliser les ressources du domaine, l'intégrer au domaine, on doit faire une action qui s'appelle la jonction. Ces ordinateurs, ils doivent joindre jonction. Jonction, c'est-à-dire être membre. Ils doivent devenir membres du domaine. C'est-à-dire, je dois tous ces ordinateurs, je vais les joindre au domaine. Une fois ces ordinateurs ils sont joints au domaine, ils auront leur propre compte d'ordinateur dans le domaine. Donc, un compte d'ordinateur, il sera créé dans ce contrôleur du domaine. C'est-à-dire maintenant, j'aurai pc1.sjm.local. Remarquez, avant le nom c'était un nom NetBIOS, maintenant c'est un nom DOT. C'est ce qu'on appelle un nom DOT. Nom DOT, c'est un nom qui a un préfixe DNS. Vous avez le nom du poste, c'est PC1, et ça, vous avez le domaine. Pas comme un nom NetBIOS. Non NetBIOS, on a dit c'est simple, comme ça. J'aurai aussi pc2.sjm.local. Ils auront tous l'extension sjm.local. pc3.sjm.local. pc4. Donc vous allez remarquer que le contrôleur du domaine, maintenant, il a connaissance qu'il doit gérer 4 objets qui sont des comptes d'ordinateur. Et on parle maintenant des ordinateurs membres du domaine. Donc la première des choses, c'est l'installation d'un contrôleur du domaine qui va nous créer le domaine. Par la suite, on doit joindre les ordinateurs et même les serveurs, on doit aussi les joindre dans un domaine pour qu'ils soient gérés par le contrôleur du domaine. Maintenant, une fois ces ordinateurs, ils sont maintenant dans le domaine. Donc je vais améliorer un petit peu ce schéma. Donc je vais prendre ces ordinateurs.
et bien sûr avec leur contrôleur du domaine. Donc ça c'est le contrôleur du domaine. Bien sûr il a Active Directory, donc la base d'annuaire. Et maintenant ça ce sont, bien sûr on va dire, si j'ai pris ça c'est sjm.local, SJ Marrakech. Donc ils seront sjm.local. Tous ils ont à avoir le suffixe ds. Et bien sûr, ils auront des comptes. Maintenant, est-ce que j'aurai besoin de ces utilisateurs qui sont créés localement ici? Parce que la SAM, il reste. Chacun, il a. Donc, le fait d'intégrer un ordinateur dans Workgroup, ça ne désactive pas la SAM. L'ordinateur, il a son propre système, c'est-à-dire rien ne change, seulement l'appartenance qui change. Avant, il appartenait à un workgroup, maintenant il appartient au domaine. D'accord? C'est-à-dire même les utilisateurs qui ont été déjà créés là, ils restent. C'est-à-dire user 1 il va rester, user 2. Mais, est-ce que user 1 et user 2, et ce sont des comptes du domaine? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, on va travailler avec ce qu'on appelle un compte, ou les comptes du domaine. Un compte d'utilisateur du domaine, il doit être créé ici. Par exemple, si je crée un compte d'utilisateur, je nomme Jawad, je le crée dans Active Directory, ça c'est un compte d'utilisateur du domaine. Maintenant, ce compte d'utilisateur, il peut venir ici, ou bien là, ou bien là, ou bien là, il peut ouvrir la session. Donc, un compte d'utilisateur du domaine, il peut ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Pas comme Workgroup. Workgroup, là où le compte il est créé, il n'ouvre la session que là où il est créé. Hein. C'est un compte local. Maintenant, je ne vais plus utiliser les comptes locaux, mais je vais utiliser un compte un compte du domaine qui est créé dans l'Active Directory du contrôleur du domaine. Les utilisateurs qui sont créés dans l'Active Directory de ce contrôleur du domaine, ils peuvent ouvrir les sessions dans n'importe quel ordinateur qui est dans son domaine. D'accord? En gros, les utilisateurs du domaine, déjà, si vous avez des ordinateurs qui sont dans le domaine, ces ordinateurs, il ne doivent pas y avoir des comptes locaux. Seulement, le compte émulateur de l'administrateur. Hein. Bien sûr, l'administrateur, si vous avez Windows 10, l'administrateur, par défaut, quand vous installez, il est désactivé. Il va vous créer celui qui l'installe, il va choisir un compte d'utilisateur et ce compte, il sera l'administrateur. Bref, on va dire seulement le compte administrateur local qui sera dans ces. Mais est-ce que les utilisateurs du domaine, ils doivent connaître l'administrateur local? Non, jamais. Vous êtes administrateur, c'est vous qui allez installer votre contrôleur, c'est vous qui allez joindre les ordinateurs dans le domaine, c'est vous peut-être qui allez installer aussi les ordinateurs, vous connaissez vous-même les comptes administrateurs avec leur mot de passe, mais est-ce que ce compte, nos mots de passe, vous allez les donner aux utilisateurs du domaine? Non. Parce que les utilisateurs du domaine, ils ne vont pas ouvrir les sessions localement. Les utilisateurs du domaine, ils vont ouvrir les sessions dans le domaine. Une ouverture de session dans le domaine, c'est quoi? C'est que, par exemple, Jawad, avec le mot de passe, il vient dans ce PC.
il met le nom utilisateur mot de passe, les informations ils seront envoyées pour s'authentifier dans l'Active Directory et pas dans la SAM locale. L'Active Directory, c'est elle qui va voir est-ce que ce compte il est authentifié et il peut ouvrir la session dans cet ordinateur. Maintenant, à un moment donné, il peut se déconnecter et par la suite, il vient maintenant ici avec le même mot de passe, la même chose. Il sera authentifié donc et il peut ouvrir la session ici, sans problème. Ça, c'est une ouverture de session universelle. Là où il y a un ordinateur du domaine, si j'ai un compte valide du domaine, je peux ouvrir la session sur ces ordinateurs. Maintenant, si un utilisateur qui connaît un compte d'utilisateur local et il ouvre la session localement, imaginez, ça c'est un ordinateur qui est intégré dans le domaine, il est membre du domaine, et un utilisateur, il connaît le nom d'utilisateur et le mot de passe user1. Donc il va mettre user1 mot de passe, il sera authentifié dans la SAM locale. Bien sûr, pour vous dire, quand vous intégrez, quand vous faites la jointure, ou plutôt la jonction d'un ordinateur au domaine, l'ordinateur, il a deux possibilités d'ouvrir la session. Il a ou bien l'ouverture de session locale, il lui reste, ou bien l'ouverture de session dans le domaine. Donc, n'importe quel ordinateur qui est joint au domaine, il a deux options d'ouverture de session. Ou bien vous pouvez ouvrir une session locale, ou bien vous pouvez ouvrir une session dans le domaine. Maintenant, si vous avez un compte du domaine, bien sûr, vous allez ouvrir une session dans le domaine. Si vous n'avez pas de compte, si vous ne connaissez aucun compte local, vous ne pouvez pas ouvrir la session localement. Mais imaginez maintenant, un utilisateur, il connaît un compte local avec le mot de passe. Il peut choisir d'ouvrir la session localement, et quand il ouvre la session localement, il est authentifié par la SAM locale et pas par le contrôleur. C'est-à-dire, en aucun cas, le contrôleur, il peut suivre ce compte d'utilisateur. C'est comme si l'ordinateur, il est déconnecté, il n'est pas dans le réseau. Quand vous ouvrez une session locale dans un ordinateur qui est dans le domaine, le contrôleur ne peut pas suivre cet ordinateur ni l'utilisateur. Donc, pour que le contrôleur puisse suivre l'utilisateur et l'ordinateur, l'ordinateur il doit être membre du domaine et l'utilisateur il doit être un utilisateur du domaine. C'est pour cela que les utilisateurs du domaine, en aucun cas, ils ne peuvent avoir les comptes locaux. Mais l'administrateur du domaine, normalement, il peut connaître les administrateurs locaux. Mais déjà, on va voir par la suite, c'est pas une information importante. Pourquoi? Parce qu'avec son compte, il peut gérer les postes, même à distance. Il peut ouvrir aussi la session localement, d'accord? Mais avec le compte administrateur, donc l'administrateur du domaine, il peut aussi venir ici et ouvrir la session locale dans les postes. Maintenant, je parle des utilisateurs du domaine. Ils ne doivent pas connaître les comptes locaux des ordinateurs qui sont dans le domaine. Comme ça, ils ont seulement un compte d'utilisateur du domaine avec lequel ils peuvent travailler. Donc on a maintenant cette structure. Les utilisateurs, ils vont être créés ici, le contrôleur du domaine. Imaginez maintenant, ça ce sont les utilisateurs qu'on va
utiliser, l'administrateur, il va créer les noms utilisateurs et les mots de passe dans l'Active Directory, ici. Comme ça, n'importe quel utilisateur du domaine qui est dans cette base d'annuaire, il peut ouvrir la session sur n'importe quel ordinateur du domaine. Et il sera authentifié ici, c'est-à-dire quand il ouvre la session ici, il sera authentifié, vérifié dans la base Active Directory. Même chose ici. Voilà les objets qu'une base d'annuaire peut gérer. Remarquez, c'est ce qu'on appelle des objets. Maintenant, tout est objet. Toutes les ressources qui sont reconnues, on les appelle des objets. C'est-à-dire maintenant, on a la notion d'objet. Donc le contrôleur du domaine il peut gérer donc, domaine, les ordinateurs, les utilisateurs, les groupes, les conteneurs, les imprimantes, les stratégies de sécurité, les contacts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des objets. Le contrôleur, il a l'Active Directory comme base d'annuaire de sécurité. Dans la base d'annuaire de sécurité, on a tous les objets du domaine que ce contrôleur du domaine peut gérer. Les utilisateurs, les groupes, les imprimantes, les ordinateurs, les serveurs, les comptes, donc tout. Et remarquez maintenant, on a une administration centralisée. Tout est centralisé dans le contrôleur du domaine. Clair? Jusqu'ici, c'est bon. Les autres? Très bien.